Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public. On est ensemble, vous le savez, du lundi au jeudi à 18h et 22h pour donner du sens à l'actualité grâce à nos invités experts et aux journalistes de la rédaction de Public Sénat. Avec ce soir une émission où il sera beaucoup question de la Russie. D'abord sur le front ukrainien avec une avancée inquiétante dans la région de Kharkiv, la deuxième ville du pays. Les forces russes profitent du manque d'hommes et de matériel côté Ukraine pour progresser sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Est-ce un point de bascule de la guerre? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, c'est en Afrique que l'on verra comment l'influence russe se développe. Après le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, c'est le Tchad qui pourrait céder aux sirènes des milices paramilitaires pilotées par le Kremlin. Mais Vladimir Poutine se défend de cibler les intérêts français. Nous n'avons évincé personne. C'est juste que les dirigeants africains de certains pays ont fait des accords avec des opérateurs économiques russes, ont voulu travailler avec eux et n'ont pas voulu travailler dans certains domaines avec les Français. Comment contrer l'expansionnisme russe? Ce sera finalement la question centrale de notre émission. Et on y répond d'abord en Ukraine, où des milliers de civils fuient les bombardements autour de Kharkiv. Sandra Cerquera. Depuis vendredi, un déluge de feu s'abat autour de Kharkiv, deuxième ville du pays. Et les combats s'intensifient. Plus de 30 localités ont été touchées par des tirs d'artillerie et de mortiers russes. Près de 6000 civils ont été évacués, contraints d'abandonner leurs maisons. Vous entendez ces explosions? Eh bien, les bombes explosaient partout à côté de nous. La maison, les fenêtres, la véranda. Toutes les vitres ont volé en éclats. Aucune percée à grande échelle des forces russes n'a cependant été enregistrée. Ça ressemble plutôt à une attaque qui vise d'établir cette fameuse zone tampon qui va encore une fois plutôt bloquer les Ukrainiens et ne pas les laisser attaquer la région de Belgorod d'une telle intensité qu'il était attaqué depuis plusieurs mois. Mais pour l'instant, on ne voit pas d'autres éléments qui puissent en fait paraître comme une attaque majeure. Des attaques que les Ukrainiens tentent de repousser en infligeant le plus de pertes possible à l'ennemi. Plusieurs villes russes ont été ciblées dans le week-end, telles que Belgorod ou encore Donetsk. Des batailles défensives et des combats acharnés se poursuivent sur une grande partie de notre frontière. Certains villages sont passés d'une zone grise à une zone de combat et l'occupant tente de prendre pied dans certains d'entre eux, tandis que d'autres s'en servent simplement pour progresser. Cette avancée russe intervient au moment où Vladimir Poutine a procédé à un remaniement surprise et limogé son emblématique ministre de la Défense, remplacé par Andrei Belousov, économiste de formation et fidèle lieutenant du président russe. Cette avancée russe dans la région de Kharkiv est-elle décisive? Pourquoi Vladimir Poutine a-t-il limogé son ministre de la Défense? De grandes questions dans notre débat avec David Rigoulet-Rose. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et chercheur associé à l'IRIS, également rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Patricia Lémonière, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Patricia, grand reporter spécialiste des relations internationales. Et vous publiez aux éditions Artaud ce livre Au cœur du chaos, récit de nombreux reportages et terrains de guerre sur lesquels vous vous êtes rendu, récit à votre fille. Voilà le point central au cœur du chaos. Léo Perriat-Peigné, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes chercheur armement et industrie de défense de l'Observatoire des conflits futurs à l'Institut français des relations internationales. Et Mathieu Croissando, bonsoir Mathieu, éditorialiste politique. Bienvenue à vous, évidemment. On va reprendre quelques-unes des questions qui ont été posées dans notre sujet d'ouverture, David Rigoulet-Rose. Que cherche Vladimir Poutine en s'attaquant à Kharkiv, qui est, je le rappelle, la deuxième ville d'Ukraine? Alors, c'est pas Kharkiv en tant que tel qui est visé. Il ne veut pas prendre la ville? Non, parce que d'abord, elle est bien défendue. C'est une ville de 1,3 million d'habitants. Puis on a le souvenir justement de fin... quand il y a eu l'offensive russe qui a été stoppée tout au début du conflit, justement au niveau de Kharkiv notamment. Donc en revanche, il y a certainement une idée de mettre la pression, oui, sur la région, sur le blast de Kharkiv, ça c'est sûr, notamment au niveau de la frontière. Et là on retrouve la question de Belgorod que vous évoquiez, puisque il y a des frappes régulières de la part des forces ukrainiennes, encore dernièrement sur un site pétrolier, dans Belgorod. Et donc l'idée
potentiel, ce serait effectivement ce qui est évoqué dans le reportage, de mettre une espèce de zone tampon pour protéger qui éloignerait la région de Belgorod. C'est ça, à l'intérieur de l'Ukraine, qui éloignerait effectivement. Et puis il y a un deuxième intérêt potentiel, c'est d'étirer la ligne de front, justement en prolongeant par rapport justement au Donbass. Et donc c'est fragiliser de toute façon la cohérence, on va dire, de la structure militaire ukrainienne. Ouais, on y reviendra sur cette ligne de front et sur la stratégie de Vladimir Poutine. Est-ce que, Patricia Lemonnier, cette avancée russe, elle s'explique par des causes, on va dire, conjoncturel, manque d'armes côté ukrainien, cette espèce de parenthèse dans la livraison des armes venues des États-Unis, ou alors il y a des causes beaucoup plus structurelles, d'après vous? Je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'abord ce que l'on vient d'évoquer, les attaques régulières et incessantes sur Belgorod. Et je vous rappelle ce qu'a dit Vladimir Poutine le 9 mai dernier, en disant on ne permettra à personne de nous attaquer, en quelque sorte. Donc pour lui, ces attaques sont insupportables dans sa perspective à lui, d'homme puissant et tout-puissant sur la Russie. Et puis je crois aussi qu'il y a un facteur complètement d'opportunité, parce que depuis longtemps, enfin depuis un certain temps en tout cas, on annonçait une offensive russe qui pouvait se on avait dit début juin, fin mai, début juin. Et puis, on attendait une offensive massive. Mais là, ce que les Russes ont parfaitement intégré, parce qu'il faut qu'on cesse de penser que l'armée russe, c'est une armée des années 80, inadaptée, etc. L'armée russe a su parfaitement se réadapter, a su comprendre nos stratégies, et donc jouer de tout ça. Et là, qu'est-ce que les responsables militaires russes comprennent? C'est que deux choses. Un, les armes ne sont pas encore arrivées, elles tardent. C'est le chemin, c'est la Micheline, j'ai envie de dire, des années 60 qui les amène. Et deuxièmement, il n'y a pas assez d'hommes. Quand on voyait que les Ukrainiens étaient obligés de dire, alors qu'ils avaient décrié cette mesure, nous allons recruter des condamnés. Tout comme les Russes. Donc ça prouve à quel point ils en sont. Donc les Russes ont compris ces deux choses, manque d'hommes, et pas assez de munitions. Donc on étire les hommes, on affaiblit et on en tue le maximum. Alors je repense que vous venez de dire sur l'armée russe, parce qu'on était très critiques, tous ici, y compris au début du conflit. Est-ce que vous diriez, Léo Peria-Peñé, qu'elle a appris de ses erreurs, en quelque sorte, l'armée russe? Est-ce qu'il y a aussi ça dans ce qu'on est en train de vivre depuis quelques jours ou quelques semaines? Oui, mais je peut-être nuancerai un peu ou mettrai l'objectif un petit peu ailleurs. À savoir que l'armée russe a appris de ses erreurs, elle a aussi adapté à sa situation matérielle qui n'est pas non plus parfaite. On le voit dans l'état de ses stocks, dans l'état des bases de stockage, dans l'état de ce qui est envoyé au front, ça se voit très bien dans les listings de pertes. Le matériel russe qui sort des usines est à 80%, or certains segments comme la guerre électronique, du matériel soviétique, rétrofité, retapé et modernisé dans la mesure du possible selon les modules disponibles, et envoyé au front. Vous avez aujourd'hui sur le front des chars qui datent des années 50 jusqu'aux années 90. Vous avez 5 ou 6 modèles différents en une variété de sous-modèles. Maintenant, autre chose, comment dire, l'armée russe s'est donc adaptée à ça et elle a adapté ses tactiques. Donc, armée très efficace, oui, mais à quel prix? Au sens où, si vous regardez les derniers articles qui sont publiés dans la grande revue de pensée stratégique militaire russe, qui est écrite par des officiers d'active, vous avez des articles qui sont assez ahurissants d'un point de vue occidental, qui vous disent, qui vous parlent de l'efficacité de la tactique des vagues humaines, par exemple. Donc on perd des hommes, on assume le fait de sacrifier des hommes. Vous n'avez plus forcément assez d'artillerie pour faire les grosses préparations d'artillerie qu'on a vues à l'été 2022, avec du 40-50 000 obus par jour. Il n'y a plus forcément assez de véhicules blindés, hors char, je parle vraiment de blindés, ça vont à portée de l'infanterie, pour amener les hommes jusqu'au plus près du front. Donc ils sont en train de raffiner un usage qui certes peut-être fonctionne, quoique bon, la progression reste quand même lente. Même à Kharkiv, les pénétrations ne dépassent pas 5 km, donc c'est pas non plus énorme. Mais je disais quelques dizaines de kilomètres carrés gagnés. Ce qui en 4-5 jours est quand même assez peu. Mais c'est notable, il ne faut pas non plus juger ça comme on a pu le faire ces dernières années, un peu méprisant. Mais c'est une adaptation. À quel prix? Voilà. On a compris. Mathieu, ça veut dire que la vie n'est pas un sujet et l'opinion publique, elle accepte ça? En fait, il faut aussi voir une chose, c'est que contrairement à ce que certains ont pu dire, les conscrits ne vont pas, ou quasiment pas, en Russie. En Ukraine, pardon. Les soldats russes qui sont en Ukraine sont des volontaires qui ont été appâtés
par des primes monstrueuses, qui sont payées par les hydrocarbures, tout simplement, qui permettent d'alimenter le front. Mais ce ne sont pas des pauvres conscrits qu'on a pu mobiliser pour le service militaire. Non, alors, je reviens sur la question de la fenêtre d'opportunité que vous avez évoquée les uns et les autres, une sorte de course contre la montre qui se joue. Écoutez, ce commandant de bataillon ukrainien qui attend les armes américaines. L'ennemi comprend que dans 2 mois, les munitions pour lesquelles les États-Unis ont voté commenceront à apparaître sur la ligne de front en Ukraine. Par conséquent, ces 2 mois de guerre seront très intenses. L'ennemi essaiera de prendre autant qu'il est possible sur cette période-là. L'intensité des combats ne fera qu'augmenter. David Rigoulet-Rose, est-ce que ces nouvelles armes américaines, d'abord il y a peut-être une incidente dans la question, c'est pourquoi elles mettent autant de temps à arriver. Moi j'avais cru comprendre que certaines étaient stockées en prévision et qu'elles auraient peut-être pu être livrées plus vite, ça c'est une première donnée. Et puis ensuite on se pose la question d'une avancée décisive là, de ce qui est en train de se passer. Alors c'est pas la première fois en 2 ans et demi de conflit qu'on se pose cette question-là, mais est-ce que ces armes américaines peuvent changer la donne, en quelque sorte, inverser la logique à laquelle on assiste? En réalité, c'est pour empêcher que l'Ukraine perde. Ouais. C'est pas tellement pour inverser la donne au sens où il y avait l'espoir avec la contre-offensive de l'année dernière qu'il y aurait une percée ukrainienne décisive. On n'en est vraiment plus là. On n'en est plus là, c'était one shot, d'une certaine manière, je mets des guillemets, mais en revanche, là, l'enjeu, il est considérable. D'ailleurs, il est perçu à juste titre, de manière stratégique, c'est-à-dire que il s'agit que les Ukrainiens encaissent les poussées russes et donc ne perdent pas, parce qu'il y a un déficit humain qui était évoqué, mais un déficit d'armement, et ça explique les 400 millions d'urgences qui viennent d'être alloués. Quand on regarde le détail, alors je passe sous votre couvert, mais il y a un système de défense, notamment patriote, qui est décisif justement pour intercepter. Le taux d'interception a beaucoup baissé ces 6 derniers mois, justement des envois russes. Il est passé à 30% à peu près, alors qu'il était monté à 70% de taux d'interception. Et donc l'enjeu des patriotes est considérable. Il y a des lance-missiles qui sont envoyés, des Stinger, des Javelin anti-chars, des obus de 155, 105, des blindés, Bradley notamment, etc. Et donc ça, c'est une aide d'urgence qui s'inscrit dans le contexte difficile des négociations qui ont donné lieu au vote des 61 milliards aux États-Unis, justement, qui avaient traîné pendant très longtemps. Pourquoi ça met autant de temps? Je vais vous reposer la question après, Patricia, mais ces premières livraisons d'armes, il n'y avait pas de stock disponible? D'abord, il y a le problème de stock, de toute façon. Même pour un pays comme les États-Unis, ils ont donné beaucoup. Et donc, il y a la reconstitution des stocks, notamment pour, effectivement, des armes comme les Stinger ou des choses comme ça. Et puis après, il y a les délais entre le moment où la décision est prise, c'est validé sur le plan budgétaire, et puis la transmission effective des armements, il y a toujours un délai, effectivement, le temps que ça arrive C'est pour ça qu'il y a eu cette aide d'urgence, parce que, comme le disait le commandant sur place, il faut que ça arrive très vite. Patricia? Oui, c'est une conjugaison de 2 facteurs. La bureaucratie qui existe dans toutes nos sociétés, qui fait que ça ne va pas aussi vite qu'on le pourrait le faire. Et puis aussi, une fois que ces armes sont arrivées en Pologne, aller à la ligne de front, ce n'est pas aussi facile que ça. Parce qu'on ne va pas se promener avec des camions comme ça en disant aux Russes « Bonjour, on se promène, vous pouvez nous frapper ». Il y a des mesures énormes de protection pour acheminer effectivement tout cet armement. Donc là encore, ça prend du temps. Donc c'est une conjugaison de plusieurs facteurs. Est-ce que c'est ce constat-là, on est en train de parler de l'aide américaine, en creux, c'est aussi un constat d'échec pour l'Europe, d'une certaine façon? Alors, juste très brièvement, allez-y. J'ai pu avoir quelques contacts ces derniers jours avec des gens sur le front. C'est en train d'arriver. L'aide de 400 millions est en train d'arriver. J'ai quelques contacts dans les équipes d'artillerie qui disent que pour la première fois depuis 6 mois, ils peuvent tirer toute la journée. Donc c'est en train d'arriver. Il y a des sous-pièces. Avant, ils comptaient les obus, quoi. Voilà, c'est ça. On était descendu un rapport de feu de 1 à 10. Ça remonte tranquillement. C'est les obus. Lentement, voilà. Pareil, mais bon, il n'y a pas que les systèmes américains. Les systèmes de défense antiaérienne européens sont aussi assez vides. Donc il faut aussi jouer de notre côté sur ce côté. Et donc c'est la question que je posais. Il y a effectivement, il y a 6 mois de creux américains, on n'a pas su le combler. La situation de l'Ukraine à l'heure actuelle, elle est due à 2 choses. Elle est due aux pertes qui ont eu lieu pendant la contre-offensive de l'été dernier, c'est tout à fait vrai. Elle est aussi due au fait que pendant les 6 mois où les États-Unis ont interrompu leur aide, l'Europe a été incapable de répondre réellement aux besoins des Ukrainiens
2 ans après le début de la guerre. Alors on va y revenir. Patricia, je crois aussi qu'il y a des erreurs qui ont été faites par les Ukrainiens. Il y a des erreurs en matière de défense. On a très bien vu qu'ils se sont mis à creuser leurs tranchées comme les Russes l'avaient fait dans leur secteur depuis très longtemps. Ça, s'enterrer et être en position défensive, c'était une décision stratégique qui a été prise très tard par rapport au raté de l'offensive. C'est comme c'était compliqué de basculer de la contre-offensive à une logique totalement inverse de défense. Les Russes, eux, n'ont pas eu de problème pour mener les deux de front. Et donc, il y a eu une erreur, une décision stratégique qui n'a pas été prise de faire les deux en même temps. D'accord. Alors, je reste sur la question de l'Europe, parce que je vous ai interrompu. On va écouter, sur ce thème de l'aide militaire, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, c'était sur BFM ce matin. C'est vrai que la période qui s'ouvre est une période dangereuse pour l'Ukraine. Parce que là encore, on n'est dupe de rien. Nous sommes dans une période maintenant où nous-mêmes nous sommes en élection. Les États-Unis vont entrer en élection, ils rentrent maintenant en campagne, on vient d'en parler il y a quelques temps. Donc les Russes profitent de ce temps d'incertitude. Mais bien entendu. Donc bien entendu pour eux, c'est une opportunité que d'avancer. C'est la raison pour laquelle nous, Européens, nous avons décidé d'augmenter très sensiblement nos dotations en matière d'armement et de défense auprès de l'Ukraine. Léo Perrier-Peigné, de quelle dotation parle Thierry Breton ? D'accord. C'est une très bonne question. Alors, à l'instant T, j'avoue que je ne les vois pas spécialement. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites depuis 2 semaines par l'Allemagne, l'Angleterre, la Pologne, il semble, et la Suède, qui ont annoncé des packages pour complémenter un peu le package américain. Néanmoins, c'est pas non plus démentiel. Je crois qu'un peu plus loin dans cette interview, il dit que l'Europe sera prête en 2025 à fournir, je sais plus, je crois qu'il disait qu'il allait trouver 500 000 obus ou 2 millions d'obus, il me semble, pour l'Ukraine. Quand on regarde un peu le détail des capacités de production européennes, on est beaucoup mieux, je pense, qu'il y a 2 ans. Ça, c'est indubitable. On n'est pas encore à 2 millions d'obus par an, je pense. On se posait la question avant de rentrer en studio, tous les trois, sur les fameux 800 000 obus promis, vous savez, dont les Tchèques avaient parlé, et puis après qui avaient été annoncés au Conseil européen. Aucun d'entre nous ne savait ce qu'il en était de ces livraisons qui auraient dû être immédiates. Est-ce que c'est parce qu'il faut il y a 2 mois. Pardon de vous interrompre. Est-ce que c'est parce que sur ces thèmes-là, il faut quand même un peu de discrétion, ou est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas été livrés? Non, je crois que c'est plutôt la deuxième option. Moi, je suis plutôt partante du fait que... Vous n'êtes pas tous d'accord là-dessus? Tout n'est pas... Il y en a peut-être qui sont en passe d'être achetés, il faut les acheter, il faut faut aller payer, alors l'argent on l'a, il faut acheter, il faut amener des avions. Mais bon, on en a 200 000 peut-être qui ont peut-être été achetés, mais de dire que c'est bon, les 800 000 on les a promis, c'est fait. Ça, on est incapable de le dire. Je vous donne la parole dans un instant. David Rigolaros, votre avis là-dessus? Oui, de toute façon, il y a le problème du monitoring, c'est-à-dire d'identifier les pays qui sont susceptibles d'avoir les stocks en question avant même de pouvoir les rassembler. Et puis après, il y a effectivement les achats. Tout ça prend du temps. Il y a une dimension effectivement bureaucratique et logistique. Mais il y a quand même, compte tenu de la situation, il y a eu certainement un certain flottement qui a prévalu, qui était évoqué d'ailleurs pour des raisons de politique, les européennes. Enfin, il y a un ensemble de choses qui font que, effectivement, il y a du retard à l'allumage, on va dire, et que c'est préjudiciable, effectivement, à la situation sur le terrain, ce qui est vécu aujourd'hui par l'armée ukrainienne. Ces obus sont en train d'arriver, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On a peu de détails, mais pour plusieurs raisons, je pense que oui, déjà, il y a une question de bureaucratie, ça je suis tout à fait d'accord. Une question de temps qu'il a fallu pour rassembler les financements, ça a été très vite annoncé comme conclu, apparemment ça a quand même été plus compliqué que ça, tous les pays n'ont pas donné. Mais c'est l'Europe à 27, quoi. Mais surtout, on va dire, la source de ces obus, elle n'a pas été annoncée clairement parce qu'il semble assez clair quand on voit d'où ils peuvent venir que beaucoup de pays qui sont tout à fait prêts à se faire un peu d'argent frais en vidant leur stock d'obus sont souvent assez proches de la Russie et n'ont pas forcément envie que cette affaire-là obère leurs relations futures. D'accord. Donc il faut le garder en tête, c'est important. À l'heure actuelle, dernière nouvelle, et encore une fois, à prendre avec des pincettes, on est entre 200 300 000 obus qui ont été achetés. Maintenant, ces obus-là, c'est des obus de stock. Ça veut dire que c'est des obus qui sont parfois assez âgés. C'est-à-dire que c'est des obus qu'il faut rénover, si vous voulez, qu'il faut rénover pour qu'ils soient utilisables. Ensuite, on mettre en caisse, et ensuite les transporter. C'est-à-dire que transporter du matériel pyrotechnique de cette taille, pour me pencher un peu sur les conditions de sécurité, c'est compliqué. Forcément, c'est compliqué. Mathieu? J'avais une question pour le coup d'après, ou celui d'après. Les avions de chasse, tout le monde en parlait, ça devait changer la donne. Ça arrivera au mieux quand?
Peut-être David Rigolero là-dessus. Oui, alors ça fait partie de ces annonces justement qui n'ont pas été concrétisées de manière effective. Mais l'enjeu, il est moins sur les avions de chasse que sur les armes de longue portée et sur les capacités d'interception. C'est ça que demandent les Ukrainiens d'abord. Même si évidemment les avions de chasse, ils auraient un intérêt, on va dire, opérationnel particulièrement important dans le cas d'une contre-offensive ou d'une offensive. Là, on n'est plus dans cette situation. Et donc là, c'est l'artillerie, clairement. Donc la question des obus est stratégique. C'est pour ça que dans les 400 millions américains, il y a beaucoup d'obus de 155, de 105, etc. Parce que c'est la cadence, c'est l'artillerie, et c'est ça qui permet de faire front, au sens propre du terme, par rapport à l'ennemi. Peut-être une toute petite chose, juste sur les avions très rapides. Les Russes ont mis la main sur un système de ciblage et des drones à plus longue portée qui ont occasionné pas mal de pertes ces derniers temps, ces derniers 6 mois, sur les avions au sol ukrainiens. Donc, les F-16, même en dehors, mais c'est tout à fait vrai, même en dehors d'un contexte de contre-offensive, sont utiles pour au moins éponger les pertes et permettre aux Ukrainiens de continuer sur leur territoire, donc sans trop s'exposer aux SAM adverses, de briser certaines lignes en face. Vous parliez des erreurs ukrainiennes, des erreurs stratégiques. Il y a le chef militaire de la zone de Kharkiv qui a été limogé, on l'a appris là aujourd'hui. Il y a un débat, enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a un débat interne, il y a un débat autour de Zelensky, autour des chefs militaires en Ukraine sur ces erreurs stratégiques. On sait qu'il y a un débat interne il y a eu un combat interne qui a d'ailleurs conduit au départ du premier chef du chef d'état-major en début d'année. Mais là, on voit que la situation est à ce point difficile qu'on a même des commandants qui craquent sur place, qui envoient des messages disant c'est pas possible, on n'a pas les tranchées qu'il faut, on peut pas se défendre comme il faut. Oui, il y a eu une polémique alors, tout de suite, aujourd'hui où il a dû retirer son message. Il disait la première ligne de défense est inefficace. Voilà, il n'y en a pas, grosso modo, ce qu'il disait. Et donc, tout de suite, la censure militaire s'est imposée. La parole officielle est revenue sur le devant de la scène en disant « Mais Kharkiv, elle est bien défendue par des tranchées. » Enfin, je veux dire, oui, Kharkiv, pas le reste. Voilà. Il y a une question, on l'a déjà posée, mais quand même, on a le recul du temps maintenant, David Rigolero. Vous parliez de la contre-offensive. Vous disiez c'était un one-shot. On l'avait, les experts qu'on avait eus sur ce plateau disaient ça. Est-ce qu'on sait quelles erreurs ont été commises? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Alors c'est évidemment, il faudrait 2 heures sans doute pour le détailler, mais ce qui vous semble le plus saillant, le plus important? Alors il y a incontestablement une responsabilité, on va dire, en creux des Occidentaux, de l'aide occidentale. Parce que d'abord, pour lancer une contre-offensive de cette nature, il n'y avait pas l'appui aérien. Et c'est quand même un problème majeur, quand on est dans une phase offensive, de ne pas bénéficier d'un appui-feu et d'une couverture aérienne suffisamment... et pour les raisons qu'on connaît, c'est-à-dire des réticences, notamment de certains pays qui ne voulaient pas une logique d'engrenage. Même chose pour les armes de longue portée. Donc, et puis, il y a eu probablement aussi une fatigue rapide, parce qu'en face, il y avait de la résistance. C'était pas, les Russes s'étaient réorganisés. Donc, c'était plus la situation de débâcle qui avait pu prévaloir. Mais ils ne pouvaient pas, pardon de vous interrompre, attendre cet appui aérien, peut-être qu'il ne serait jamais venu, j'en sais rien, mais parce que ça laissait trop de temps aux Russes pour continuer de se réorganiser, de se renforcer. Il y avait un problème de calendrier notamment, et on va le retrouver d'ailleurs avec la nomination que vous évoquez, le limogeage de Shoigu. Alors Shoigu, c'est le ministre de la Défense russe, on va en parler dans une minute, mais allez-y. Et justement, les Russes sont dans une économie de guerre. Clairement, la montre joue au profit des Russes. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine a compté dessus depuis le début. Et à contrepoint, les Ukrainiens savent que avaient le temps joue en leur défaveur. Alors, mais justement, sur la contre-offensive, je pose juste un point, les Américains ont bien dit qu'il y avait une erreur parce qu'ils avaient conseillé une tactique de faire une percée et eux ont voulu faire sur plusieurs fronts. Ça, il faudra analyser ça plus tard avec du recul. Donc, mais il y a eu un peu saupoudré les forces au lieu de les concentrer. Il y a eu une analyse critique faite par l'état-major américain, on le croit ou on ne le croit pas, mais ça a été fait. Alors, vous l'avez évoqué et on va en parler tout de suite avec Tam Trani qui nous rejoint sur le plateau de Sens Public. Le limogeage, bonsoir Tam, bienvenue. Bonsoir. Le limogeage du ministre de la Défense par Vladimir Poutine. Il occupait, ce ministre, le poste depuis 12 ans. Oui, ça arrive paradoxalement alors que l'armée russe engrange des succès sur le terrain. Poutine a donc démis de ses fonctions l'un de ceux qui a incarné la continuité. C'est une surprise, Sergueï Shoigu, 68 ans, un fidèle parmi les fidèles qui est même parti en vacances avec Vladimir Poutine. On va voir une photo de
une photo d'eux où voilà, ils sont partis faire une partie de pêche ensemble, une photo qui date d'il y a une quinzaine d'années, qui bien sûr faisait partie de toute la communication du gouvernement. De Vladimir Poutine, oui. Alors il a occupé ce poste de ministre de la Défense depuis 2012. Il a battu un record de longévité au gouvernement parce qu'auparavant, il avait été ministre des situations d'urgence pendant 18 ans, de 1994 à 2012, un poste qu'il a lui-même créé, qui lui a valu à l'époque une grande popularité dans l'opinion publique russe, toujours présent en cas de catastrophe. Il était considéré comme le secouriste en chef du pays, jusqu'à ce que certains estiment qu'il pouvait devenir le dauphin de Poutine. Mais voilà, depuis 2022, depuis la guerre en Ukraine, son étoile avait pâli. Le coup final serait aussi venu du scandale de corruption qui éclabousse actuellement son ministère, qui a emporté avec lui le vice-ministre Timour Ivanov. Certains observateurs pensent toutefois que c'est le contraire, c'est que le scandale n'aurait éclaté publiquement que parce qu'il était déjà acté qu'il fallait évincer Sergueï Shoïgu. Parce qu'il fait l'objet de nombreuses critiques depuis 2 ans et demi. Oui, il y a eu les revers de 2022 lorsque l'armée russe est apparue moins moderne, moins opérationnelle qu'il ne le vantait alors, entre problèmes de logistique, problèmes de commandement. Et puis en juin 2023, c'est bien lui qui est visé par la mutinerie de Wagner lorsqu'Evgeny Prigojine envoie ses hommes vers Moscou, rappelez-vous. Quel était le but de la guerre ? La guerre était nécessaire à l'autopromotion d'une bande de salauds, pour montrer à quel point leur armée est forte, pour que Shoïgu soit nommé maréchal. Le ministre Shoïgu est d'ailleurs alors introuvable pendant les 24 heures que dure la crise, ce qui lui vaut d'être copieusement moqué, mais la suite... On la connaît, la mort 2 mois plus tard de Evgeny Prigojine et d'autres cadres de Wagner dans le crash de son avion. Shoïgu a, lui, droit à un atterrissage en douceur puisqu'il va devenir secrétaire du Conseil de sécurité à la place d'un autre proche de Vladimir Poutine, Nikolaï Patrouchev. Le porte-parole de la présidence russe a également indiqué que Shoïgu allait continuer à ce poste à travailler sur les sujets de défense et sur le même lieu de travail. Allez, un dernier thème. Par qui Sergueï Shoïgu est-il remplacé ? Par Andrei Belousov, économiste de formation et sans aucun bagage militaire. Sa feuille de route a été rédigée par Vladimir Poutine. Principalement, l'objectif, c'est de rendre l'industrie de défense plus innovante alors que la guerre est coûteuse en matériel, en hommes. Pour le reste, pas de gros changements. Le chef d'état-major, Valéry Gerasimov, garde sa mission de commandant sur le terrain, tout comme le patron du renseignement extérieur et celui du FSB, le réseau de sécurité de la Fédération de Russie. Merci beaucoup, Tam, pour toutes ces informations. Il y a 2 axes qui sont vraiment très intéressants à développer avec vous. Pourquoi Vladimir Poutine limoge son vieil ami, je mets des guillemets, et pourquoi nommer un économiste au ministère de la Défense ? Ça se rejoint évidemment, mais on va commencer par la relation Poutine-Shoïgu, Léo Peria-Peigné. Est-ce qu'elle explique cet atterrissage en douceur dont parlait Tam Tranui à l'instant ? C'est sûr que quand on compare à celle du chef de Wagner, oui, c'est un peu plus tranquille. Oui. Mais est-ce que vous parlez de limogeage ? Non, moi je ne parlerai pas de limogeage, qui est comme un terme déjà très français et très fort, au sens où il quitte un siège très confortable pour un autre qui est déjà moins exposé médiatiquement et qui est aussi assez confortable, parce qu'il était quand même assez contesté par les dignitaires militaires, les grands généraux qui le détestent, parce qu'ils le voient comme quelqu'un de profondément incompétent et qui n'a pas de légitimité en tant que militaire. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il a été remplacé par un banquier, par un financier, et ça nous rappellera un précédent d'il y a 15-20 ans avec Serdyukov, qui avait tenté de réformer l'armée russe et qui lui aussi avait fini par être débarqué parce qu'il imposait des mesures anticorruption et des mesures extrêmement sévères à une armée russe qui était quand même extrêmement lourde. Bon, on en a beaucoup dit sur ces réformes Serdyukov. Il s'avère que, avec l'entrée en guerre en Ukraine, on a compris que ce n'était pas tout à fait aussi rose qu'il Elles n'ont pas été aussi efficaces qu'on l'imaginait. Et quand on en revient aujourd'hui à la vague humaine, c'est qu'il y a peut-être un problème quelque part. Alors, la nomination d'un économiste à ce poste, on y reviendra. Et peut-être d'abord, David Rigueros, revenir sur le scandale de corruption, les accusations de corruption. Est-ce qu'elles sont sorties pour fragiliser Shoïgu, pour légitimer ce limogeage, je reprends le thème, le changement de poste? Oui, elles sont pas nouvelles, de toute façon. On va dire c'est un mal profond de la société russe et de l'armée russe. Alors il se trouve qu'effectivement, le vice-ministre Ivanov, il était en charge du BTP, c'est-à-dire tous les grands contrats de l'armée, construction de bâtiments, de bases, etc. Il avait été classé par Forbes, d'ailleurs, en 2019, comme l'un des plus riches de Russie.
homme politique dans l'entourage. Donc il avait un pédigré assez chargé, on va dire, mais c'est pas forcément la raison qui a fait que, on va dire qu'il y a eu un alignement des astres, on va dire qu'il fallait éjecter Shoigu, qui de toute façon n'est pas un militaire non plus, à la base, ça a été rappelé, ministre des Affaires d'urgence, qui n'était pas pris au sérieux par les militaires, mais en même temps c'est infidèle, donc on le met dans un poste, on va dire, il va pantoufler au Conseil de sécurité, il sera moins exposé, et là ce qui est intéressant c'est effectivement le choix d'un économiste. Alors, pourquoi un économiste ? Parce que là vraisemblablement ce qui pouvait être supporté avant, notamment la question de la corruption, et de la production, je veux dire, qui est laissée à désirer, dans le cadre d'une économie de guerre, là c'est plus possible. C'est-à-dire que comme Vladimir Poutine s'inscrit dans le temps long, il veut une économie de guerre qui fonctionne. Et c'est là où on retrouve l'économiste, qui est un des rares économistes d'ailleurs qui avait soutenu l'annexion de la Crimée. Et donc c'est un fidèle, un loyal. Et il est compétent et il est chargé en réalité, d'après ce que dit Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, de faire preuve d'initiative, d'intelligence justement pour que la productivité du complexe militaire-industriel soit efficace dans la perspective d'une guerre longue. Alors justement, Patricia Lémonnière, à quel point l'économie russe se militarise ? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça ? Alors, l'économie russe est totalement, j'ai envie de dire, aujourd'hui militarisée. Tournée vers l'objectif de la guerre. Totalement tournée vers cet objectif-là. Ce qui est intéressant, c'est que Bolousov, qui vient d'être nommé, c'était lui qui avait en charge tout le plan de réadaptation sur les drones à l'horizon 2019, et il a rempli sa tâche, et la procédure est lancée et ça sera mené. Donc c'était déjà un homme qui s'occupait des questions militaires sur un plan industriel. Et ce qui est intéressant, je trouve, moi, dans cette nomination, on a l'impression que Poutine joue une partie d'échecs avec l'Occident et joue le jeu d'avant. Vous savez, quand on joue aux échecs, on fait deux parties avant, et c'est ce qu'il est en train de faire, parce qu'il ne mise pas sur la guerre en Ukraine. Il mise dans son rapport de force avec l'Occident pour se doter d'une économie et d'une industrie de guerre innovante, efficace. Alors ça, on va voir s'il va y arriver, mais c'est son calcul. Innovante, efficace, et un temps d'avance par rapport à... Il veut ou rattraper son retard, etc. Donc il joue, si vous voulez, sur le futur, et il est toujours dans cette nomination, en fait, dans un rapport de force avec l'Occident, d'autant que Bolousov en question, si je prononce bien le mot, je ne pense pas le prononcer correctement d'ailleurs, a été parmi ceux qui pensent qu'il est très habité par l'idée que la Russie est entourée d'ennemis. Il partage complètement cette idée. Donc c'est un fidèle des fidèles au niveau idéologique. Tiens, une information de cette fin d'après-midi qui confirme un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur les vagues humaines, l'utilisation de la force humaine dans la stratégie russe. Alors c'est un haut responsable ukrainien qui dit ceci à l'AFP, mais qui parle de 30 000 soldats russes engagés dans la nouvelle offensive au nord-est de l'Ukraine. Je vous vois chercher. Est-ce que c'est beaucoup ? Alors c'est beaucoup, mais bon, s'il y a une chose qui n'a jamais manqué aux Ukrainiens, c'est les renseignements. Puisqu'ils ont accès aux renseignements américains, aux renseignements occidentaux, qui sont très précieux. Il faut évidemment, on va dire ça avec beaucoup de prudence, mais pour le moment, et ça accrédite l'idée du besoin d'une zone grise plus que d'une poussée offensive forte, le dispositif militaire profond, à savoir les services de soutien, les services de logistique, les services de rotation, ne sont pas positionnés sur la zone de Kharkiv. Donc côté russe, on n'est pas totalement positionné au Kharkiv, je comprends. C'est pour ça que, encore une fois, il faut le prendre avec des pincettes, mais de ce qu'on en comprend, c'est un engagement, c'est une façon d'éroder le potentiel ukrainien et de l'étaler. C'est pas forcément une offensive majeure. Maintenant, 30 000 ou 50 000 hommes engagés là, quand vos taux de perte quotidiennes dépassent les 500, c'est raisonnable, on va dire. Oui. Je comprends le ratio qui est horrible, mais on est obligé. On parle de la réalité de cette guerre en Ukraine. Ça fait déjà plus d'un an qu'on voit les Russes utiliser des tactiques qui rappellent les méchantes heures de la Grande Guerre patriotique, à savoir des unités de barrage qui sont placées derrière les vagues humaines qui avancent, et s'ils reculent, ils se font mitrailler par leurs propres troupes.
Ça, on n'avait pas vu ça dans une armée moderne depuis un moment. Ça a été documenté, ça? Oui, on a des vidéos. Il y a des vidéos. Il y a des officiers qui sont chargés, effectivement, de tirer sur ceux qui reculent. Les Wagner en parlaient quand ils sont rebellés. Enfin, même avant de se ça rebeller. ressemble aux commissaires politiques, effectivement, la guerre patriotique. Allez, on ouvre Vous vouliez dire un mot? Oui, je disais, les Britanniques font état de 300 000 personnes tuées ou hors de combat durant cette période sous Shoigu. Qui perd la population, et qui est quand même assez âgé, même si c'est pas la même chose que l'Ukraine, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'en fait, beaucoup de pays d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale ont beaucoup donné d'armement à l'Ukraine en se disant tous les Russes tués là-bas, tous les systèmes russes détruits là-bas, c'est en moins pour nous. C'est en moins sur nous. Si éventuellement Vladimir Poutine avait effectivement l'idée, cette volonté stratégique d'aller plus loin. Pendant ce temps-là, Mathieu, on va s'intéresser à notre président Emmanuel Macron qui continue de cultiver sa fameuse ambiguïté stratégique. Oui, et depuis un peu moins de 3 mois, c'est une partition des plus délicates que poursuit le président de la République. Sur l'ère de peut-être bien que oui, peut-être bien que non, j'allais dire, ou plutôt maintenant ni oui ni non. Je parle bien sûr de l'envoi potentiel, hypothétique, éventuel de troupes au sol en Ukraine. Il en a encore reparlé samedi d'une certaine façon dans une réponse à une internaute qui lui demandait si la France allait partir en guerre. Regardez. J'espère de toutes mes forces qu'on n'aura pas à partir en guerre. Non, la France n'est pas une puissance de guerre, mais une puissance de paix. Mais oui, si on veut avoir la paix, il faut la protéger. C'est pour ça qu'il faut s'armer. Et c'est pour ça qu'il faut être dissuasif et crédible vis-à-vis parfois de nos adversaires, en leur disant si vous allez trop loin et que vous menacez mes intérêts, ma propre sécurité, alors je n'exclus pas d'intervenir. Bon, il avait même commencé en disant non, on ne partira pas en guerre. Et puis il finit comme ça. Bref. Au fond, je trouve que si le raisonnement, on peut le comprendre, le raisonnement du président, la conclusion, pour le coup, n'est pas des plus limpides. Pas exactement, oui, limpide. Il n'y a pas de changement de position. Non, mais plus le temps passe, plus les Russes avancent, si jamais ils avancent, plus elle devient délicate, car Emmanuel Macron s'est retrouvé, au fil du temps, contraint de préciser les choses. Vous vous souvenez, le 26 février, il était resté volontairement flou en expliquant qu'il n'y avait pas de consensus international, européen, en tout cas sur l'envoi éventuel de troupes au sol pour aider l'armée ukrainienne, mais qu'en dynamique, disait-il, rien n'était exclu. Bon, alors là, c'était suffisamment flou. Ça avait suffi à provoquer quand même un mini-séisme géopolitique sur le vieux continent et politique à l'échelle hexagonale, si j'ose dire. Le chef de l'État, il s'était retrouvé quand même un peu isolé dans l'Union européenne, même assez isolé. Et les oppositions en France avaient fustigé un irresponsable va-t-en-guerre. Puis le Kremlin avait vivement réagi par la voix de Dmitri Medvedev ou du vice-président de la Douma, vous vous souvenez, qui menaçait carrément la France du feu nucléaire et promettait de tuer tous les soldats français. C'est quand même la preuve, s'il en fallait une, que le message d'Emmanuel Macron était quand même bien passé, avait produit son effet, l'effet recherché, voilà, auprès de Vladimir Poutine, à savoir que l'Europe, en tout cas la France, ne serait pas prête à tout laisser faire. Mais si depuis le message n'a pas varié sur le fond, et vous avez raison Thomas, il a varié maintenant, je trouve, un peu sur les conditions. Alors, est-ce qu'on peut détailler ça? Le 7 mars, par exemple, vous vous souvenez, le chef de l'État reçoit les chefs d'opposition, et puis qu'est-ce qu'il dit? Qu'il ne se fixe aucune limite, aucune ligne rouge. Hop, le lendemain, dans la foulée, le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, fait une interview télévisée où il dit non, mais il n'est pas question d'envoyer des troupes combattantes au sol. Alors, il y a des lignes rouges ou il y a des troupes combattantes, on ne sait plus. La semaine dernière, tiens, nouvelle précision au magazine The Economist avec cette phrase: si les Russes devaient percer les lignes de front, s'il y avait une demande ukrainienne, on devrait légitimement se poser la question. Alors nous n'y sommes pas aujourd'hui, il n'y a pas de demande ukrainienne, Kiev ne réclame pas de soutien au sol, mais vendredi, je lisais le communiqué du ministère ukrainien de la Défense qui annonçait que la Russie tentait de percer les lignes de défense. Vous voyez que chaque mot devient de plus en plus lourd de conséquences pour le président. Oui, merci beaucoup Mathieu, c'est passionnant parce que, alors la question, pour l'instant effectivement, vous l'avez dit, Kiev ne réclame pas de soutien au sol. Est-ce que ça peut changer, ça, David Rigolet? Et à ce moment-là, la phrase d'Emmanuel Macron prendra un tout autre sens. Ce qui est intéressant, c'est que Kiev a dit d'emblée qu'il ne demandait pas l'emploi de soldats français. C'est un télescopage un peu... Bon, pour tout dire, ce type de posture laisse un peu perplexe les autres Européens. C'est un euphémisme. Et ça pose le problème aussi du calcul qui peut être justement sous-jacent. Parce que envisager cette possibilité sans qu'il y ait une articulation européenne, ça pose le problème de la crédibilité de la posture française, pour le coup. Est-ce qu'on y va tout seul? Ça paraît quand même difficile à envisager. Donc, d'où le malaise, le flottement, quand même, au niveau européen. En off, certains gouvernants européens ont été quand même un peu plus que perplexe. Oui, mais quand on se demande, c'est la question centrale de cette émission, comment freiner finalement l'expansionnisme de Vladimir Poutine, est-ce qu'il ne faut pas aussi
ce type de discours. Alors j'entends l'argument qui va venir, s'il n'y a pas d'acte ou de moyens réels derrière, le discours ne suffit pas. Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même, ce que disait Mathieu, il y a eu une réaction rapide en Russie et pas Oui, mais le problème de cette posture, c'est que c'est probablement lié au fait que la France est une puissance dotée. D'armes nucléaires. Bah oui, mais en même temps, il faut quand même être prudent parce que d'abord, on n'est pas seul en Europe, donc il y a une solidarité européenne et ça ne va pas de soi quand même. J'avais une question juste sur percer une ligne de front. Qu'est-ce qui veut dire, Président? Ça reste... On va dire que ça va être une brèche notable dans la ligne de front qui va d'abord entraîner une exploitation. Au sens où c'est pas prendre 2-3 villages. Non, c'est les Russes qui vont pouvoir s'infiltrer dans une brèche et injecter des renforts pour progresser de plusieurs dizaines de kilomètres. Et qui décrétera qu'il y a une percée de la ligne de front? Demandez à notre président. Ouais. Non, mais on est dans cette ambiguïté stratégique, Patricia Lémonière. L'idée d'avoir une ambiguïté stratégique, je trouve, est une bonne idée en soi. Le problème, tout de suite du départ, c'est les Américains qui ont tout de suite dit « on n'enverra pas un homme au sol ». Enfin, je veux dire, annoncer ça à quelqu'un que vous voulez menacer, c'est lui dire « allez-y franco, quoi. On va envoyer des armes, mais on va surtout pas s'opposer à vous ». Donc, maintenir l'idée d'une ambiguïté stratégique est une bonne idée. La seule chose, c'est que... est-ce que la France, à part le côté effectivement dissuasion nucléaire, en face, on sait très bien que l'ambiguïté stratégique avec notre armée, ça ne tient pas la route une seconde. On n'a même pas les chars pour tenir et les munitions pour tenir 15 jours. Donc, si vous voulez... Donc dire ça, pourquoi pas, mais en ayant consulté avant et en ayant d'autres forces que les nôtres derrière. Voilà. D'accord, bien compris. De manière assez simple, en remettant ça dans le temps long, tout le discours sur l'ambiguïté, il vient quand même après 2 ans... Oui. De retournement régulier de position. On a commencé au printemps 2022 avec « il ne faut pas humilier la Russie », il faut des garanties de sécurité pour la Russie. Après, il y a eu le sommet de Bratislava où là, le président, tout d'un coup, s'est mis à parler de « il faut une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine ». Quelque chose qui avait été proposé en 2022 et qui avait été oublié par tout le monde parce que, en fait, personne n'avait suivi. Donc, l'ambiguïté stratégique, c'est bien, mais déjà, il y a une question de moyens, oui, c'est sur quoi elle se base, autre que l'arme nucléaire. Et il faut aussi voir la réalité. Et c'est pour ça que la réaction du vice-chancelier allemand avait été intéressante quand le président avait parlé pour la première fois de troupes au sol. Il avait dit, si la France pouvait envoyer plus d'armes, voilà, ce serait bien. Parce que, voilà. Je reviens finalement au point de départ de notre débat où vous avez évoqué les uns et les autres cette zone tampon en quelque sorte que Vladimir Poutine voudrait créer autour à proximité de Kharkiv. Je lisais en préparant l'émission l'histoire de civils pris en otage dans une des villes qui est tombée aux mains des Russes. Ça veut dire quoi quand on parle d'une zone tampon? Vous voyez ce que je veux dire, David Rigoleros? C'est quoi? C'est une zone en partie vidée de sa population, parce que les gens ont pu fuir. C'est déjà le cas. Oui, je sais, il y a 6 ou 7 000 civils qui ont fui. Il resterait 200 à 300 personnes, semble-t-il, dont certains préféreraient rester sur place, donc il y a des ordres d'évacuation. Donc ça peut convenir à Vladimir Poutine, une zone, on va dire, démographiquement désertée. L'essentiel, c'est de mettre C'est Verdun. Non, mais c'est ça, c'est entre deux tranchées de chaque côté. C'est mettre surtout une distance, une distance de tir, en fait, d'une certaine manière. Et là, on retrouve la question après des armes de longue portée. Là-dessus, peut-être une chose... Dernier mot, c'est la fin du débat. En gros, pendant les 6 derniers mois, il y a eu assez régulièrement des Russes, une légion des Russes libres qui s'est infiltrée dans le territoire russe depuis l'Ukraine et qui allait mettre le bazar. Il y a eu des évacuations partielles de Belgorod à au moins 2 reprises, avec pas mal de casse, qui a obligé les Russes à réagir. Ça, en fait, ça contredit complètement tout le discours sur l'opération militaire spéciale qui se tient un peu moins aujourd'hui, mais qui vise à dire qu'en fait, la Russie n'est pas en guerre. L'Ukraine n'est pas une menace. Or, quand vous avez... Bon, c'est pas des efforts énormes, mais quand vous avez quelques dizaines, quelques centaines de soldats qui arrivent jusque dans une grosse ville comme Belgorod, qui viennent jusqu'à tirer sur le commissariat central, ça fait moyen. Ça entrechoque le discours officiel depuis 2 ans et évidemment ça met en péril l'honneur russe et celui de Vladimir Poutine. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Patricia, je rappelle le titre de votre livre, Au cœur du chaos, livre publié aux éditions Artaud.